Bonjour à toutes et à tous. Je vous remercie pour votre présence, votre participation à ce webinaire qui clôture en fait cette reprise cette semaine du Salon Space à Rennes, où nous avons eu tous beaucoup de plaisir à nous retrouver. Nous avions donc eu l'occasion de nous voir lors de l'Agri-Market Focus de mardi sur l'Irlande, celui du mercredi sur l'Espagne, et donc ce webinaire sur le Vietnam est également organisé en partenariat avec le SPACE. Comme vous le savez, c'est la journée du digital pour le Salon du SPACE. Alors, nous avons le plaisir aujourd'hui d'accueillir notre partenaire au Vietnam, Damien Bazin, qui est donc responsable commercial pour Source of Asia. Et nous avons également la chance aujourd'hui de recevoir Marion Chalinade de l'ambassade de France au Vietnam, qui est conseillère agricole et qui vous parlera de points vraiment très spécifiques pour vous aider à pénétrer ce marché de façon encore plus sécure, plus sereine. Et vous pourrez bien sûr poser toutes les questions que vous souhaitez à Damien et à Marion, mais je reviendrai là-dessus tout à l'heure. Je vais présenter brièvement, comme d'habitude, Bretagne Commerce International. Donc, comme vous le savez, nous sommes une association d'environ 1000 adhérents. Nous vous accompagnons donc, du premier au dernier kilomètre, si je puis dire, dans votre accompagnement à l'international. Nous avons également un service qui permet d'identifier et d'accompagner des projets d'investissement en Bretagne. Pour ce faire, nous nous appuyons sur un réseau, donc, comme Damien, d'environ 240 prestataires implantés dans une centaine de pays. Et nous sommes là, bien sûr, à l'écoute de vos besoins et de vos projets. Je voulais quand même vous présenter de façon un petit peu plus précise des nouveaux outils. Nous avons quand même, depuis les derniers mois, organisé de façon différente notre site web, et notamment notre service de veille et d'information à l'international. Et notre outil, donc BCI Info, est vraiment structuré de manière très fine, très pertinente. Et ce service vous permet bien sûr d'accéder à des informations, des veilles marché, des synthèses marché, et aussi des contacts d'entreprises. Donc, n'hésitez pas surtout à vous connecter sur ce service-là. Un autre nouveau service que nous avons mis en place récemment, c'est le service BCI Connect, qui permet une mise en relation de dirigeant à dirigeant sur des problématiques liées bien sûr à l'international. Et ces mises en relation, bien sûr, se font de façon totalement sécurisée. Nous n'avons pas la vision des échanges qui vont se faire. Donc, ça sera en toute sécurité que les échanges vont pouvoir se faire en toute discrétion. Donc, n'hésitez pas à présenter ce service également à vos dirigeants, et ça permet justement d'optimiser ces réflexions, ces actions à l'international. Le partage d'informations est très important, surtout pendant toute cette période de pandémie, télétravail, où nous n'avons pas pu réseauter normalement. Dernière présentation du nouveau service Suppliers en Bretagne. Je vais y revenir dans les mois à venir. C'est en fait un e-catalogue qui pourra vous permettre de présenter quelques-uns de vos produits que vous souhaitez mettre en avant pour des acheteurs étrangers. Donc, le lancement sera prévu en fin d'année. Donc,
je vais vous informer bien sûr des démarches à suivre pour pouvoir vous y inscrire. Donc, je vais également vous parler rapidement de notre prochaine Open Online, enfin Open Online qu'on a eu donc en juillet dernier. Merci encore de votre participation. Et par contre, pour le prochain événement, le 4 juillet 2022, ce sera en présentiel. Donc, nous vous tiendrons informés tout au long de l'année, évidemment, de cet événement. Et nous espérons que vous serez très, très nombreux à nous rejoindre et à partager ce moment tant attendu. Sans plus attendre, je vais laisser la parole à Damien et à Marion qui vont pouvoir se présenter et présenter donc ce webinaire sur le Vietnam qui, j'espère, vous apportera des informations précieuses et des clés d'entrée sur ce marché. Donc, à votre disposition, bien sûr, pour en parler de façon plus précise, au cas par cas, dans les jours à venir, j'organiserai volontiers des rendez-vous en visioconférence avec Damien ou Marion. En attendant, sur les sujets là, qui vont vous être présentés, si vous avez des questions, n'attendez pas la fin du webinaire, posez-les tout de suite dès que la question vous vient à l'esprit. Donc, profitez-en bien. Merci encore. Et merci Marion, merci Damien. Je laisse la parole à Damien. Merci beaucoup Isabelle. Je vais peut-être laisser Marion se présenter d'abord et puis ensuite moi je présenterai et j'enchaînerai sur la présentation si ça vous convient. Merci. Merci Damien et bonjour à tous. Moi c'est en deux mots, hein, donc Marion Chaminade, alors je suis conseillère agricole à l'ambassade de France ici à Hanoï, avec une zone de compétences un peu plus large que le Vietnam, puisque je couvre tous les pays de l'ASEAN continentale, donc avec essentiellement l'autre gros partenaire qui est la Thaïlande, mais aussi Cambodge et Laos. Voilà, et juste pour vous dire que moi je suis vraiment très heureuse d'être avec vous aujourd'hui. Je pense que le marché vietnamien, et en particulier dans le secteur qui nous intéresse aujourd'hui, celui de l'élevage, est un marché où il y a beaucoup d'opportunités à saisir pour nos produits français. Donc voilà, c'est avec plaisir que je peux vous appuyer avec mon regard depuis l'ambassade d'Hanoï, en complément bien sûr de ce qui va vous être dit essentiellement par Damien. Voilà, un tout petit. Merci Marion. Merci Marion, merci Isabelle, merci Bretagne Commerce International d'une manière générale. Donc je suis très heureux, bonjour à tous d'abord, je suis très heureux de vous parler aujourd'hui du marché de l'élevage au Vietnam. Alors en guise de présentation, donc moi je m'appelle Damien Bazin, je suis en charge des départements développement commercial et services corporate chez Source of Asia. Alors, Source of Asia, c'est une agence d'accompagnement à l'international. Et donc, notre mission, c'est justement d'accompagner les PME essentiellement dans leur développement commercial sur la zone Asie du Sud-Est. Alors, on est basé au Vietnam, on a 15 ans d'expérience. Mais on rayonne sur tous les pays de la zone. Alors, je reviendrai un petit peu sur qu'est-ce qu'on entend par zone Asie du Sud-Est en début de présentation. Donc voilà, l'idée en fait, c'est ça, c'est d'apporter ce soutien physique et aussi cette expertise de développement commercial à l'international. On a aussi deux autres expertises qui sont l'aide dans les services administratifs, montage de société, portage salarial, et le sourcing aussi, ça c'est pour info. Et en termes de secteur, alors on n'est pas sectaire, hein, on touche différents secteurs et notamment on a eu beaucoup de missions et on continue d'avoir beaucoup de missions liées à l'agriculture et à l'élevage en particulier. J'y reviendrai aussi dans le cours de cette présentation parce que la majorité des choses que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est justement ce qu'on a pu obtenir de la part de notre expérience des différentes missions qu'on a pu mener par le passé.
Voilà. Alors, je suppose que j'ai la main sur la présentation. Vous préférez que je Isabelle. vous la donne du coup? Si possible, si ce n'est pas un problème pour vous. Sinon, je peux vous demander de passer Voilà, à ça y est. Alors, ça... Peut-être qu'il faut un petit temps pour... c'est bon. Ah, non, ça, c'est pas moi. Voilà. Non, mais on Il y a m'a un dit que écran. là j'ai un message qui me dit que je contrôle bien votre écran. Donc, D'accord, non, non, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bien moi. parfait, merci. Parfait. Alors voilà. Alors, de quoi on va parler aujourd'hui concrètement? J'ai divisé ma présentation en 5 parties, en allant du plus général au plus sectoriel, on va dire. Donc au début, on va commencer par un panorama du marché. Je vais faire ensuite un focus sur chaque secteur et puis ensuite sur les différents métiers qui intéressent ces filières. Et enfin, les réglementations, une rapide euh, révision des différentes réglementations. Donc, le panorama du marché, tout d'abord. Donc, l'ASEAN, donc j'en parlais tout à l'heure. Qu'est-ce que c'est que l'ASEAN? Alors, l'ASEAN, c'est une association qui regroupe les 10 pays d'Asie du Sud-Est. Donc, on les a là sur cette slide. On voit déjà que le Vietnam a une position très centrale parmi ces pays. En termes d'économie, c'est une, et si ce n'est l'économie la plus dynamique, en tout cas sur ces 5-10 dernières années de la zone, avec des taux de croissance qui flirtent autour des 7% jusqu'à 2019. Bien sûr, le Covid passant par là, on est beaucoup descendu, mais par rapport à la moyenne mondiale, le Vietnam affichait quand même des taux supérieurs à 2% en 2020. Et c'était loin d'être le cas de beaucoup d'autres pays sur la planète. En termes d'économie, on est quand même derrière encore la Thaïlande, Singapour et la Malaisie. Mais année après année, c'est un pays qui vraiment rattrape son retard. Alors, toujours pour continuer de parler de l'Asie du Sud-Est, j'ai trouvé intéressant de faire une comparaison avec l'Union européenne. Vous allez voir que je vais faire beaucoup de comparaisons et de mise en perspective pendant cette présentation, mais je trouve que c'est toujours un moyen de bien illustrer les choses. Et donc, cette première comparaison, c'est avec l'Union européenne. On se rend compte qu'en termes de surface et de population, on est à peu de choses près sur des niveaux équivalents, avec peut-être une population un peu plus élevée dans les pays d'Asie du Sud-Est. La grosse différence, elle se fait quand même sur le dynamisme de l'économie. On a des taux de croissance qui sont autour des 6%. Alors là encore, je parle hors temps de Covid, donc en Asie du Sud-Est. Alors, le Vietnam maintenant, je vais commencer vraiment à m'intéresser au pays. Un petit point historique, parce que le Vietnam, vous n'êtes pas sans savoir que c'était un pays en guerre jusqu'au milieu des années 70, qu'il est ensuite entré dans une économie communiste très stricte jusqu'en 86, où l'instauration de la politique du Doi Moi, Doi Moi ça veut dire le renouveau en vietnamien, a instauré l'économie de marché. Et donc, depuis 86, on a vraiment une ouverture progressive de l'économie vietnamienne sur le monde extérieur, avec en 95 l'entrée dans l'ASEAN, en 2007 l'entrée à l'Organisation mondiale du commerce. Ça, c'est vraiment une date charnière pour l'économie vietnamienne. C'est vraiment à partir de la fin des années 2000 que l'économie vietnamienne a vraiment commencé à avoir des taux de croissance très intéressants. Il y a eu un accord, les discussions pour un accord de libre-échange avec l'Union européenne ont commencé en 2015 et elles sont entrées en vigueur. Le traité de libre-échange, EVFTA, est entré en vigueur en 2020, en août 2020. Donc, je reviendrai là-dessus. Je ferai un petit point rapide aussi dans ma partie réglementation pour vous expliquer un petit peu en quoi ça consiste et comment ça va inciter les entreprises européennes et donc françaises à exporter vers le Vietnam et à vraiment considérer le Vietnam comme un partenaire économique de premier choix sur la zone Asie d'une manière générale. Je ne parle vraiment pas que de l'Asie du Sud-Est. Alors,
cette ouverture économique, elle se matérialise concrètement. J'ai deux exemples pour vous, voilà, pour l'illustrer. Le premier, c'est le fait que Airbus, en 2018, a vendu plus de 200 avions de ligne à des compagnies aériennes vietnamiennes. Et aussi, autre exemple très important, c'est la présence grandissante de Samsung qui a implanté ses plus grosses usines de production de smartphones, de laptops au Vietnam, dans le nord du pays, il y a quelques années. Alors maintenant, je vais commencer à vraiment parler de l'agriculture d'une manière générale. Donc, l'agriculture en quelques chiffres. Alors, il faut savoir que c'est vraiment un secteur clé de l'économie vietnamienne. En termes de surface, 39% des surfaces du pays sont des surfaces agricoles. Ça représente 36% des emplois. Ensuite, l'impact du Covid, il a effectivement été très important d'une manière générale, mais malgré tout, les exportations sont restées croissantes entre 2019 et 2020, hein, 1,6%, là où c'est vrai que les importations, on a quand même connu une très très grosse diminution. Les secteurs clés. Alors, on a plusieurs filières clés donc, de la production vietnamienne, notamment le café, la noix de cajou, le pangaz et le poivre. Je les ai mis en gras, ce n'est pas par hasard, parce que le Vietnam est tout simplement le premier exportateur mondial sur ces denrées. Alors, café, je précise, c'est surtout café Robusta. Mais voilà, c'est vraiment des points sur lesquels le Vietnam est très, très compétitif. Alors, c'est essentiellement du vrac, ces exportations, mais voilà, c'est le point de départ vraiment des exportations dans l'agriculture au Vietnam et on va, les autorités poussent vraiment dans ce sens et dans une certaine mise en valeur de ces productions. Et donc, avec la création, pareil, je reviendrai là-dessus rapidement tout à l'heure, mais la création notamment d'indications géographiques et de trademarks collectifs. Et on voit déjà, alors c'est caché par mon. Ouais, on voit aussi le porc, hein, la très grosse production de porc, mais ça, de la viande de porc, pardon, mais ça, j'y reviendrai. Et enfin, alors, les défis. Oups là, pardon. Les défis très rapidement de l'agriculture au Vietnam, ça va être de diversifier sa production, d'augmenter sa valeur ajoutée, donc ça c'est ce que je disais tout de suite, d'assurer la traçabilité et une certaine sécurité sanitaire aussi, ça on y reviendra et Marion aura aussi son mot à dire là-dessus, et ouvrir bien sûr sur de nouveaux marchés internationaux. Alors que cultive-t-on au Vietnam? Alors, Vietnam, c'est bien sûr d'abord un pays où on cultive du riz, dans le sens où c'est le 5e consommateur de riz dans le monde. Pour info, le Vietnam, c'est 97 millions d'habitants, donc ce n'est pas non plus un pays qui n'est pas très peuplé, hein. C'est un des pays les plus peuplés de la zone Asie du Sud-Est. 94% de terres cultivées le sont de manière intensive. Et on a voilà, 3 milliards de dollars de culture, produits de la culture exportés. En répartition par surface, alors on retrouve la prépondérance de la riziculture, suivie par le maïs, qui va aussi surtout servir à l'alimentation animale, les légumes, le caoutchouc, avec les plantations d'EVA, et le café pour vraiment les principales. Ensuite, les élevages maintenant. Alors, clairement, l'élevage principal au Vietnam, c'est l'élevage de cochons. Donc, l'élevage, c'est ça, le Vietnam, c'est le 3e plus gros marché d'Asie pour la viande. Et justement, la viande de porc représente 70% de la viande consommée dans le pays. Et enfin, 50% des fermes d'élevage. Alors ça, pareil, c'est une donnée sur laquelle je reviendrai à plusieurs reprises, mais on est quand même surtout encore à l'heure actuelle sur des petites exploitations, mais qui, pour certaines, se développent. Et cette structure des exploitations, des centres de production évolue aussi au fil des années. Et c'est intéressant voilà, d'assister à tout ça.
là. Tac. Ensuite, en termes de répartition, bon, on retrouve la prépondérance de la culture d'élevage porcin. Ensuite, les volailles et les bovins. Alors, ça va être les 3 secteurs sur lesquels je vais revenir plus tard, et même très rapidement. Maintenant, les politiques gouvernementales. Alors, en tant que secteur clé du pays, l'agriculture, elle est clairement très favorisée par le gouvernement vietnamien. Ils mettent en place des politiques d'incitation fiscale, notamment sur les revenus des sociétés ou avec l'exemption de taxes foncières pour des productions stratégiques. Ils ont aussi instauré des subventions et exonèrent certains producteurs de frais d'enregistrement, notamment dans les métiers de la pêche en particulier. Focus secteur maintenant, donc voilà, là je rentre dans le vif du sujet. La production porcine au Vietnam. Alors, deuxième benchmark de cette présentation, je vous ai dit que j'aimais bien ça. Donc là, on va commencer sur un chiffre par millier d'habitants. Donc on compte 203 cochons, 203 cochons en élevage pour 1000 Vietnamiens. Ça fait un total de 19,6 millions d'individus sur tout le pays. Et pour info, donc ça c'est une communication du gouvernement, le but c'est d'atteindre les 35 millions de têtes d'ici 2030. Et sur ces 35 millions, on compte en avoir 37% qui sont importés. Donc ça implique une très très grosse augmentation annuelle d'ici à 2030. D'à peu près 2% par an. Et donc, si on met ce chiffre en perspective avec, avec les autres pays régionaux, alors je suis désolé, le drapeau de l'Indonésie, c'est censé être le drapeau de... C'est pas le drapeau de Singapour, ici c'est le drapeau de Singapour, mais il faut enlever le croissant et les étoiles pour avoir le drapeau de l'Indonésie. Pardon pour ça. Donc 203 cochons pour 1000 Vietnamiens, c'est plus qu'en France, où on compte 201 têtes pour 1000 habitants. C'est moins qu'en Chine. C'est beaucoup plus qu'en Indonésie, mais ça s'explique par le fait que l'Indonésie, c'est un pays musulman. Mais ce qui est intéressant ici, c'est que c'est presque 2 fois plus que la Thaïlande. Thaïlande qui, comme je le disais tout à l'heure, est un pays qui est plus avancé économiquement, avec une population, alors il y a moins d'habitants en Thaïlande qu'au Vietnam. Hein. Thaïlande, c'est à peu près 67 millions d'habitants, donc 30 millions de moins qu'au Vietnam. Mais c'est un pays où les gens ont un très très fort pouvoir d'achat et une économie beaucoup plus développée. Et Damien, une question, Oui. s'il te plaît, Oui. si ça ne te dérange pas. Pas de souci. Comment penses-tu que l'évolution, justement, va pouvoir se faire pour augmenter ce cheptel? J'imagine il va peut-être y avoir des problèmes, justement, pour trouver la place, pour monter ces élevages ou pour les agrandir. Est-ce que le gouvernement va accompagner, en fait, les investisseurs, les éleveurs dans ces projets d'agrandissement? Parce que ce Oui, sont clairement. des problématiques qu'on rencontre en fait en Europe, hein, en France, D'accord. en Europe. C'est pour ça que je me permettais de poser la question, vu que la surface non plus n'est pas très très grande au Vietnam, donc ça me semble un petit peu compliqué. Donc voilà. Alors, moi, je vois 2 facteurs. Clairement, le gouvernement va être derrière. Il commence déjà à pousser et à subventionner certaines exploitations. Ok. Donc ça, c'est un premier facteur, le gouvernement. Et deuxièmement, on va avoir, et là j'y viens justement, on va avoir une concentration de la production. C'est-à-dire qu'on va passer d'un schéma avec une multitude de petites exploitations vers des exploitations de taille plus intermédiaire, voire une concentration par des exploitations industrielles, et ce qui va permettre déjà de gagner de la place, et ensuite mais aussi d'assurer les impératifs de qualité qui sont impliqués par justement la volonté du pays de s'ouvrir de plus en plus à l'international et d'exporter,
quand on signe des traités de libre-échange, c'est pour exporter. Mais quand on veut exporter, il faut faire preuve d'une très bonne qualité de produit, d'une bonne traçabilité, d'une bonne, un bon contrôle qualité. Et ces choses-là sont encore difficiles à réaliser sur des exploitations de 100 têtes quand on sait qu'il y en a plus de 250 000 qui sont éparpillés littéralement dans tout le pays. Bon, ça pose énorme, énormément de problèmes. Donc, cette clair. concentration, elle va solutionner tout ça, en fait, Très sur bien. ces problèmes-là. Merci beaucoup. Je t'en prie. Oui, alors n'hésitez pas, d'ailleurs, c'est vrai que je n'ai pas forcément pensé, mais n'hésitez pas effectivement à m'interrompre le cas échéant si vous avez des questions. Alors, justement, les éleveurs, la production, comment elle se structure? Donc, on va retrouver sur tous les secteurs ce schéma ferme familiale, exploitation intermédiaire et exploitation industrielle, avec une répartition un peu similaire, donc une multitude de petites fermes familiales qui disposent de moins de 100 têtes. C'est donc des élevages traditionnels avec, comme je disais, des contrôles d'hygiène très limités à l'heure actuelle. Voilà, ils sont 250 000 dans tout le pays. Ensuite, on va avoir des exploitations intermédiaires qui sont, elles, déjà beaucoup mieux structurées. Il y a une prise de conscience de leur part de l'importance de l'hygiène dans l'élevage. C'est des gens qui sont conseillés par des professionnels. Alors, ces professionnels, c'est soit des vendeurs d'aliments, par exemple, ou des vétérinaires principalement. Et enfin, les fermes industrielles, les exploitations industrielles, parce que là, on ne peut pas parler de fermes, c'est vraiment des gros groupes. Là, tous les Vietnamiens ou tous les gens qui se sont un peu intéressés au marché vietnamien vont connaître des groupes comme Masan, Visan ou Hoa Phat. Dabaco, peut-être un peu moins parce qu'ils sont vraiment très, très sectorisés, mais Masan, c'est un groupe immense qui fait plein. Enfin, ils font pas que de la viande, ils font énormément de choses. C'est des groupes qui vont intégrer ce qu'on appelle les 3 F, feed, farm et food. Et donc, ils vont avoir des exploitations industrielles de plus de 10 000 têtes. La plus grande ferme du Vietnam, c'est celle de Masan, qui produit 10 000 femelles par an et 230 000 porcs à viande par an. Et enfin, je voudrais juste ajouter que dans tout le pays, il y a 2500 fermes biosécurité qui suivent les procédures de sécurité sanitaire et d'hygiène, s'appuyant sur le label VietGAP. VietGAP, donc Vietnamese Good Animal Husbandry Practices. Alors, je pense qu'il est intéressant aussi et important de faire un petit topo sur l'impact de la fièvre porcine africaine au Vietnam. C'est un pays qui a été très, très touché en 2019 avec dès février des cas qui ont commencé à se déclarer et une généralisation très, très rapide. Encore aujourd'hui, le pays doit faire face à ce problème. On est loin d'en être débarrassé. Donc là, voilà quelques chiffres et une frise. Je voulais ajouter sur cette fièvre porcine alors, elle a été causée par un manque de contrôle et de conscience des règles de maintien des règles d'hygiène dans le transport des marchandises. C'est-à-dire qu'on a transporté des porcs contaminés depuis des zones touchées vers des zones non contaminées et ça a vraiment contribué à faire propager la maladie. Il y a eu une vraie prise de conscience suite à ça. Mais en tout cas, ça a causé un fort impact aussi sur la consommation. Il faut savoir que avant la crise, un Vietnamien consommait en moyenne 29 kilos de viande par an, de viande de porc. Et à fin 2020, on était descendu à 25 kilos. Alors, pour ce qui est de la production en elle-même, c'est surtout justement les petits producteurs, les petites exploitations familiales que je mentionnais tout à l'heure qui ont été touchées. Pendant que les plus grands, eux, ils ont rapidement déjà pu contrôler la situation et puis surtout, ils ont dicté leurs lois sur le marché. Il faut savoir que le gouvernement a voulu autant que possible contrôler la hausse des prix, mais ça n'a pas empêché
ces grosses sociétés de pratiquer des prix avec des pics atteints à 2,9 euros le kilo en début 2021, alors qu'avant la crise, on était à des niveaux autour de 1,75 € par kilo. Deuxième filière que je voulais étudier aujourd'hui, c'est la volaille. Donc pareil, benchmark régional, juste pour information, donc on compte à peu près 4000 individus pour 1000 Vietnamiens. Et du coup, là, par rapport au reste de la région, on est sensiblement au même niveau que la Thaïlande. On est plus élevé qu'en Chine. Et par contre, l'Indonésie compense son déficit en viande de porc par de la volaille, très clairement. Mais voilà, le Vietnam est au niveau de ses voisins chinois et thaïlandais et même de la France sur la question. Les éleveurs, alors on retrouve ce schéma, hein, petite ferme familiale, exploitation intermédiaire. Les chiffres sont un peu différents. On a des exploitations intermédiaires qui peuvent faire jusqu'à 20 000 poulets et les exploitations industrielles qui vont aller au-dessus des 20 000. Alors, on a les mêmes problèmes sur les petites fermes familiales qui sont très peu contrôlées. Ensuite, les exploitations intermédiaires, elles vont avoir des tailles très, très hétéroclites. Mais en général, les propriétaires sont des gens qui appartiennent à des coopératives ou à des associations d'agriculteurs. Et c'est comme ça qu'elles ont pu gagner aussi en poids sur le marché. Et ça leur a donné accès à des formations sur l'alimentation, sur les règles d'hygiène, par exemple. Les fermes industrielles, alors c'est soit des sociétés locales, comme celle que j'ai mentionnée là en logo, Sanha, 3F Viet et Barhoun, par exemple, soit des exploitations fondées sur des capitaux étrangers, sur des investissements étrangers, pardon. Et là, tous les process sont contrôlés, tout ce qui est alimentation, vaccination, hygiène. On respecte les standards internationaux. Petit point juste sur le secteur des poules pondeuses, ça représente à peu près 20% des individus, donc de la population de poulets au Vietnam. Et c'est dominé par des sociétés locales avec malgré tout quelques acteurs internationaux comme le thaïlandais CP Food. Je ne sais pas s'il y a des questions à... Est-ce que le Vietnam, Damien, est pour cette filière-là Oui. dans la mouvance du bien-être animal, par exemple, tout ce qui est production cage-free, on va dire, pour les volailles? Est-ce qu'il va y avoir justement des investissements peut-être de fait dans les élevages ou industriels dans ce sens-là? Alors, c'est une bonne question. J'avoue que je ne suis pas forcément en mesure d'y répondre. Moi, j'ai pas forcément... C'est pas une des thématiques qui revient le plus souvent quand on s'intéresse au marché. Alors, peut-être que Marion a un avis différent, auquel cas, je serais ravi de vous laisser intervenir, Marion. Mais j'y reviendrai tout à l'heure. Moi, ce que j'entends surtout, c'est voilà, sécurité sanitaire avant tout. Mais Marion, allez-y. Hein, si... Non, mais j'aurais même eu des mots un petit peu plus durs. Ah, Marion, on vous entend pas. excusez-moi. Marion? J'ai mon micro qui est ouvert. Ah, parfois c'est coupé, excusez-moi. Je vous entends pas. Bon? Oui? Là, c'est bon. Oui, non, je disais que j'aurais peut-être même eu des propos un peu plus durs, malheureusement. Et je pense que d'ailleurs, c'est pas spécifique au secteur de la volaille. Je pense qu'à ce stade, au Vietnam, le bien-être animal, j'ai envie de dire, est absent des préoccupations sociétales. Comme on n'a pas... En fait, le Vietnam voit souvent ses normes et on va dire son progrès par rapport aux normes environnementales ou sanitaires, par rapport à ce qui est imposé à l'export. Et donc, comme sur le bien-être animal, voilà, ce n'est pas encore une de ses préoccupations. Donc, je pense qu'il y a très, très peu de choses. C'est vraiment des choses, quand il y a des choses, c'est pour des marchés ultra niches. Des choses un peu... je pense à des choses où on voit
enfin, ça n'a même pas d'intérêt de le citer, mais enfin bon, des animaux à qui on fait écouter de la musique et des choses comme ça. Et c'est ça qui va plaire peut-être aux consommateurs vietnamiens, mais voilà, ça n'a rien à voir avec notre occupation. D'accord, très bien. Merci Marion. Merci. Alors, donc voilà, si c'est bon, donc je vais enchaîner sur la filière bovine, en commençant par mon habituel benchmark régional. Donc, la filière bovine, c'est 6 millions d'individus en élevage, soit 62 individus pour 1000 habitants. Et là, on est quand même relativement inférieur, alors à la France, évidemment, inférieur même à l'Indonésie de peu, mais malgré tout inférieur, et à la Thaïlande. Par contre, on est supérieur à la Chine et il ne faut pas non plus prendre cette filière de haut, j'ai envie de dire, parce que notamment, je vais faire un focus, c'est ma slide suivante, sur la production laitière. Qui, malgré tout, et c'est assez surprenant, enfin moi ça m'a beaucoup surpris il y a 10 ans quand je suis arrivé au Vietnam, de voir que c'était une production très très développée au Vietnam, avec des acteurs très importants, pour ne pas dire des mastodontes sur le marché. Donc on a toujours la même structuration ferme familiale, mais qui sont déjà relativement moins nombreuses. On compte quand même 30 000 exploitations. Ensuite, on a des exploitations intermédiaires, là autour de 2700. Et puis enfin, 16 grosses exploitations industrielles qui sont gérées par donc les mastodontes dont je faisais mention, des gens comme Vinamilk ou TH True Milk. Vinamilk, et même TH True Milk, hein, mais surtout Vinamilk, c'est vraiment une des grosses sociétés au Vietnam. Vous ne pouvez pas vous intéresser au marché du lait au Vietnam, des produits laitiers au Vietnam, sans tomber sur Vinamilk. C'est impossible. Ils sont partout. Ils font, ils font du lait, ils font du fromage, ils font des crèmes glacées. Enfin voilà, ils se développent vraiment sur tout types de produits. Ils font aussi non, enfin bon, voilà, non, je vais pas trop m'étendre sur le sujet, mais voilà, c'est une des grosses sociétés vietnamiennes très très présentes. Nous, on a eu affaire à eux plusieurs fois dès qu'on avait une mission liée à soit l'élevage bovin. Récemment, on a travaillé notamment avec un producteur de foin australien, et donc leur interlocuteur principal, ça a été Vinamilk. Et ça nous est arrivé aussi de travailler sur de l'alimentation animale. Et pareil, très vite, on a été amené à parler avec Vinamilk. Alors, maintenant, comment approcher le marché? Et je vais parler en fonction des différents types de métiers, en commençant par l'alimentation et la nutrition animale. Alors, quelques chiffres déjà pour bien faire comprendre la taille du marché. Donc, l'alimentation et la nutrition animale, c'est une croissance qui va de 10 à 15% sur les 10 dernières années. Ça représente une demande de 25 à 26 millions de tonnes par an pour une valeur de 10 millions de dollars. Et fait intéressant, on a une production locale qui est très développée sur la question, mais c'est une production qui requiert 45 à 60% d'importation de matières premières. Et d'ailleurs, je parlais tout à l'heure de la production de maïs, parmi les cultures les plus répandues sur le sol vietnamien. Mais cette production de maïs, elle représente que 40 à 45% de la demande locale pour l'alimentation animale. Et quand on parle d'additifs alimentaires, là, la tendance, elle s'accentue parce que 95 à 98% des additifs utilisés au Vietnam, ça provient des importations. Et ça s'explique par un manque d'investissement dans la recherche et le développement et aussi le défaut de nouvelles technologies au niveau local. Et enfin, il y a déjà d'emblée pas
beaucoup de barrières à l'importation sur ce genre de produit. Donc là, il y a un vrai besoin du marché. D'ailleurs, parmi les 218 fabricants d'aliments qu'on a recensés au Vietnam, on a compté 71 entreprises d'origine étrangère ou d'investissement d'origine étrangère, ce qui représente 33% de toutes les sociétés présentes au Vietnam. Et ces 71 entreprises, malgré leur infériorité numérique vis-à-vis de la production locale, elles représentent 65% du marché. D'accord. Et parmi les investisseurs étrangers, alors je ne sais Oui. pas. Ah oui, peut-être que tu allais en parler. Oui, bah, j'avais anticipé ta question, Isabelle. Voilà, qui sont les investisseurs étrangers? Est-ce qu'il y a des Français? C'est ça ta question? Voilà, notamment, qui sont les autres? Voilà. Les Alors, big players. ouais, bah là, on les a hein, clairement. Alors, on a CP Group, c'est un groupe thaïlandais très, très gros qui représente donc 19% de parts de marché. C'est une entreprise qui a aujourd'hui 10 centres de production sur tout le pays, avec une capacité de 4,2 millions de tonnes par an. Alors derrière, on a Masan Group. Masan Group, c'est un groupe vietnamien. Donc là, on ne peut pas parler d'entreprises étrangères, mais c'est malgré tout intéressant. Massa Group, c'est immense. Hein. Vraiment, c'est ce que je disais tout à l'heure, ils sont immenses. Là, je parle de Massa Nutritience, donc 13% du marché. Et ça, c'est un acteur qui a de l'ambition et qui, en fait, sa stratégie, c'est de prendre des parts chez les autres producteurs. Et ils ont notamment 52% de la société Proconco. Alors, je ne sais pas, certains d'entre vous connaissent peut-être Proconco parce que c'est une société franco-vietnamienne qui a été créée en 1996 et qui produisent, transforment et commercialisent des produits liés à l'élevage et donc de l'alimentation, tout ce qui est aussi vétérinaire. Ils font de l'équipement et ils font aussi des fertilisants. Et donc, Masan a 52% des parts de ce groupe-là, ainsi que d'un autre groupe qui s'appelle Anko. Et ça, c'est depuis 2015. Donc, Ça s'appelle comment, Damien? Je n'ai pas bien compris. Le groupe français, franco-vietnamien? Le dernier nom que tu as cité, excuse-moi. Alors, il y a Masan qui possède des parts chez Proconco, groupe franco-vietnamien, et un autre groupe qui s'appelle Anco, ANCO. Merci. Que pour le coup, je connais moins. Donc, voilà. Mais Proconco, on les connaît. Ensuite, alors en étranger, on a Cargill, bien sûr, hein, les Américains. Eux, au Vietnam, donc ils sont au Vietnam depuis 1995. C'est 12 usines. Ils ont ouvert leur dernière là, très récemment à Bin Dung, juste au-dessus de Ho Chi Minh Ville, donc dans le sud du pays. J'ai tout à l'heure là dans ma slide précédente, j'avais mis une photo, je crois, de voilà en fond de Japfa Comfeed, ça pour information, Japfa Comfeed, donc ils sont là, je ne sais pas si vous voyez mon curseur, mais à 4% de part de marché. C'est aussi une société, alors fondée en 99, c'est une société, je lis mes notes, mais il me semble qu'ils sont thaïlandais. Donc voilà, donc pareil, production d'aliments pour porcs et volailles. Ils font aussi de l'élevage de porcs d'ailleurs, Japfa. Et ils sont d'origine thaïlandaise, sauf erreur de ma part. Je ne l'ai pas dans mes notes, mais il me semble que j'avais repéré ça. Alors, les circuits de distribution. Alors là, vous allez comprendre pourquoi j'aime bien les animations, parce que ça va devenir vite compliqué si on fait pas du step by step sur cette slide-là. Donc, en partant des fournisseurs, donc on a 3 types de fournisseurs qui peuvent être donc les productions locales indépendantes, les productions locales issues d'investissements étrangers et les importations directes. Donc, on a 2 importateurs coopératives et des distributeurs spécialisés, et on retrouve nos utilisateurs finaux présentés tout à l'heure. Donc familial, intermédiaire et industriel. Alors, comment ça se passe? Quand on est une production locale indépendante, clairement, on peut
on peut atteindre directement les exploitations intermédiaires. Mais très souvent, ces gens-là vont passer par des coopératives qui vont ensuite redistribuer, alors essentiellement aux exploitations familiales et aux exploitations intermédiaires quand c'est des produits qui viennent de la production locale. Pour les productions locales par le biais d'un investissement direct à l'étranger, là, on va tomber sur des acteurs qui peuvent directement atteindre les exploitations intermédiaires et les exploitations industrielles, mais qui vont aussi avoir le réseau coopératif et distributeurs spécialisés pour ensuite atteindre les 3 différents utilisateurs finaux. Par contre, pour les exportateurs, on a quand même un peu moins d'options. Alors, en fonction de son réseau international, on peut peut-être parvenir à toucher directement des exploitations industrielles, mais très rapidement, et ça va souvent être la première étape, faute de réseau, de passer par des distributeurs spécialisés ou des coopératives qui vont ensuite redistribuer. On va retrouver les schémas par la suite. On peut aussi passer par des productions locales à capitaux étrangers. Donc, les coopératives elles vont redistribuer aux 3 différents utilisateurs finaux, là où les distributeurs spécialisés également, d'ailleurs. Alors, tac. Ensuite, alors, le secteur de l'hygiène et de la santé. Alors là, les chiffres que je vous offre, ce sont des chiffres purement sur Sophesia. C'est-à-dire que ça, c'est des chiffres qu'on a obtenus à la suite de missions. Donc, missions d'études de marché, de prospection qu'on a pu mener par le passé. Moi, j'ai récupéré les différentes données de ces missions, les différents acteurs identifiés au cours de ces missions pour faire cette analyse, ce graphique. Donc, pour la biosécurité et l'hygiène alimentaire, il est apparu très clair que la majorité des acteurs sur le marché sont des distributeurs locaux. Ensuite, on va avoir des producteurs locaux aussi, et puis quelques producteurs à fond étrangers et négociants. Alors, quand je dis local distributeur, en général, les gens ont la double casquette. Ils sont importateurs et distributeurs. Et donc, en dessous, pardon, vous allez avoir quelques exemples de marques et leur origine présente et distribuée au Vietnam qu'on a pu identifier au cours de nos différentes missions. Et donc, j'ai fait le même travail sur le secteur de la santé, où là, sur tous les acteurs identifiés, bon, on en a 45% qui sont des importateurs-distributeurs, 27% qui sont de purs distributeurs. Ensuite, on va avoir des producteurs locaux aussi, des producteurs et distributeurs. On va avoir aussi des cliniques et des détaillants. On se rend compte que vraiment la grosse part d'importateurs sur le marché montre que voilà, c'est vraiment un secteur où le pays est très, très dépendant des importations pour son marché. Alors, les circuits de distribution. Circuit de distribution maintenant. Donc, pareil, on retrouve le schéma production locale IDE et importation. Là, dans les intermédiaires, on va ajouter un acteur supplémentaire que sont les vétérinaires. J'aurais dû mettre un S à vétérinaire. Et utilisateurs finaux, pareil, familial, intermédiaire et industriel. Alors, les productions locales, elles vont pouvoir vraiment rayonner sur des différents acteurs, à part peut-être les distributeurs spécialisés. Mais sinon, elles vont pouvoir atteindre les différents acteurs dans le domaine. La production locale par le biais d'IDE, alors ils vont toucher tous les intermédiaires. Ils vont aussi pouvoir s'adresser directement à des exploitations intermédiaires et des exploitations industrielles. Et là encore, pour les importations, la barrière est peut-être plus grande que pour l'alimentation, c'est-à-dire que là, il faut absolument, c'est très compliqué d'y arriver sans passer par un intermédiaire, que ce soit des producteurs ou des distributeurs spécialisés. Et donc ensuite, les coopératives vont s'adresser essentiellement aux exploitations familiales et intermédiaires. Les distributeurs spécialisés vont travailler avec tous les intermédiaires, avec
tous les utilisateurs finaux. Et les vétérinaires vont s'adresser essentiellement, oui, aux utilisateurs finaux, quels qu'ils soient. Les équipements maintenant. Donc, les équipements utilisés dans les élevages sont très variés. On peut être sur du très rustique comme sur du très moderne. Ça va aussi dépendre, encore une fois, de la taille de l'exploitation. Donc, c'est aussi pour ça que j'ai repris ma classification. Par exemple, pour l'élevage porcin et les poulets de chair, on va beaucoup s'en remettre à des équipements d'origine locale ou chinoise. Alors, les fermes familiales, comment est-ce qu'elles se fournissent? Alors, tout d'abord, elles se fournissent principalement sur le marché local, bien sûr, avec, donc c'est ce que je viens de dire, des équipements d'origine locale ou chinoise, notamment pour les productions de volailles et productions porcines. Les exploitations intermédiaires, alors même chose, on va avoir une certaine part de l'équipement qui va venir du marché local ou de la Chine. Mais on va aussi s'en remettre. Alors là, j'ai mis export, mais je devrais plutôt dire aux importations, si on se met du point de vue des exploitations. Donc, le marché des importations qui va leur donner accès à des équipements d'origine européenne ou américaine. Et enfin, les exploitations industrielles, pareil, on est sur un modèle hybride avec des différents. Alors là, on est sur européens, américains, japonais et coréens. On a notamment particulièrement vrai pour des fermes qui vont viser les marchés export. On a notamment des marques comme SKA, Roxel, Sistel, Niagara, Vielina et Falcom qui sont présentes sur le marché. Donc les acteurs dans l'équipement. Pareil, comme tout à l'heure, j'ai fait une analyse par rapport aux bases de données qu'on avait pu collecter, récupérer au cours de nos différentes missions. Donc, sur 146 contacts identifiés, 47% sont liés à l'élevage destiné à la production de viande. Voilà, ça, c'est des chiffres qui n'apparaissent pas sur le graphe. Mais voilà, 47%, c'est de l'élevage destiné à la production de viande. 34% à l'aquaculture et 19% à la production laitière. Donc, c'est essentiellement des contacts qui viennent de production, d'usines de production. On a ensuite beaucoup d'éleveurs intermédiaires qu'on a pu identifier et des importateurs-distributeurs pour les principaux. Alors, qui sont-ils concrètement ces acteurs? J'anticipe encore la question d'Isabelle. Donc, on a les grands groupes internationaux avec qui ont un ou plusieurs centres de production au Vietnam. Donc, voilà quelques exemples. Je parlais de Cargill tout à l'heure, mais on a Bell, on a Mead Johnson, Abbott. Enfin, voilà, c'est des marques que vous connaissez tous, je suppose. Donc, les 3 F maintenant. Donc, quels sont les acteurs qui vont intégrer l'alimentation, l'élevage et la production dans leur processus comment dire, dans leur activité, pardon. Donc, on retrouve des noms que j'ai cités tout à l'heure, CP Group, le thaïlandais, Dabaco, Greenfeed, qui est apparu aussi tout à l'heure dans un des schémas, et Masan, bien sûr, Masan, le groupe Masan, c'est un logo différent, mais c'est le même groupe. Et Mavin. Alors, Mavin, je reviendrai dans quelques minutes sur eux parce que quand on parlera de la génétique. Enfin, quelles sont les marques internationales distribuées au Vietnam pour l'équipement? Donc voilà, parmi les marques que j'ai citées tout à l'heure et leur origine, donc beaucoup d'équipementiers italiens notamment. Les circuits de distribution. Alors là, on reprend les différents types de fournisseurs, donc soit production locale ou chinoise ou les importations. On retrouve nos 2 intermédiaires coopératives et distributeurs spécialisés. Donc, production locale ou chinoise va s'intéresser, ça rejoint un peu ce que je disais tout à l'heure, les exploitations familiales, les exploitations intermédiaires. Ils vont aussi passer par des coopératives et distributeurs spécialisés pour inonder le marché. Et les importations vont essentiellement passer par des distributeurs spécialisés
Ils vont aussi pouvoir identifier, enfin, on a pu le faire nous par le passé, les faire travailler directement avec des coopératives et des exploitations industrielles, qui vont vraiment être les premiers à montrer un intérêt concret sur la question, sur les importations. Les coopératives vont travailler essentiellement avec les exploitations familiales et intermédiaires, et les distributeurs spécialisés vont vraiment travailler avec déjà les coopératives et puis tout type d'exploitation. La génétique maintenant. Donc, nous y voilà. Sur la génétique. Voilà. Donc, on a des races locales, comme vous pouvez le voir. Alors, les ports de reproduction au Vietnam proviennent de centres de reproduction publics. On a aussi des fermes de reproduction, mais elles sont en général le fait de très, très grosses sociétés privées, dont Mavin Group, que je mentionnais tout de suite. Masan aussi a des centres de reproduction. C'est le cas de CP Food, c'est le cas de Dabaco également. Donc, en plus des races asiatiques, on a des races importées qui sont utilisées pour la production. Ces races, c'est majoritairement Landrace, Duroc, Yorkshire, pardon pour ma prononciation, je le dis à la française, Piétrin, Hampshire, Berkshire et Cornwall. C'est des races qui sont arrivées au Vietnam via les États-Unis il y a très longtemps, l'Union soviétique et les pays de l'Europe de l'Est. Et quand je dis il y a très longtemps, ça date de vraiment avant et pendant la guerre, donc au courant des années 60-70. Les races vietnamiennes, donc on les retrouve là en haut, les trois principales. La race Bassuin, qui est formée du croisement de la race locale, donc du delta du Mekong, avec la race Hainam, Crownaise et Berkshire. On a aussi la race Tok Nhu, qui est un croisement entre la race Boksu et Yorkshire, et la race I, qui sont très très fréquentes aussi parmi les races locales vietnamiennes. Maintenant, alors petit focus sur Mavin Group, qui a donc un groupe qui a développé ses propres races. Alors c'est un groupe australo-vietnamien, Mavin Group, et donc leur business est fondé sur leur capacité à développer des races très performantes du fait de leur collaboration avec un éleveur britannique et de leur équipement moderne. Alors, ils ont une ferme, la ferme de Nyon Tan. La photo va apparaître, si elle veut bien apparaître. Oups là. Qu'est-ce qui se passe? Voilà. Donc ça, c'est la ferme Nyon Tan qui a requis un investissement de 4 millions de dollars et qui est parfaitement équipée pour respecter les standards européens. Donc, cette ferme elle comprend notamment un système de reproduction clos, un système d'alimentation automatique qui assure hygiène et biosécurité, des procédures strictes de prévention des maladies périodiques et de vaccination, une haute qualité de l'alimentation sans résidus antibiotiques et une alimentation en conformité avec les besoins nutritionnels de l'animal à chaque étape. Alors maintenant, je vais parler des réglementations s'il n'y a pas de questions. Vous n'avez pas de questions, non, par rapport à cette première présentation des différentes filières? Ça me donne le temps de m'hydrater, c'est très bien. Voilà. Dans tous les cas de figure, n'ayez pas de crainte. Vous recevrez de toute façon la présentation en PowerPoint et vous aurez accès aussi, bien sûr, sur notre site web au replay, la rediffusion de la présentation. Et comme je vous dis, aucun souci, bien sûr, par la suite de refaire un point avec Damien ou Marion pour vraiment approfondir certains points. Pas de souci. Pour moi, en tout cas. Merci, Damien.
Bon, bah, je vais continuer sur les réglementations. N'hésitez pas après à revenir même sur des parties antérieures s'il y a des Mhm. questions qui vous viennent entre-temps. Oui, c'est Donc, vrai que c'est un point important, les réglementations. Je souhaite quand même qu'on prenne le temps d'en parler, puisque c'est quand même un facteur qui peut être très bloquant, très limitant pour les PMI, les PME, et par rapport à la durée d'enregistrement des produits ou au coût. Donc souvent, ce sont des préoccupations qui reviennent de la part bien sûr. des Bon, PME qui hésitent à aborder des marchés comme ceux qui sont présentés là, notamment dans l'Asie du Sud-Est, par rapport à toutes ces contraintes réglementaires. de toute façon, on est sur, encore une fois, un marché qui s'ouvre. Et quand on veut s'ouvrir aux marchés internationaux, il faut que ça aille dans les deux sens. Oui. Et le Vietnam est bien obligé, et il le fait volontiers, hein, de se mettre au pas sur cette question-là et de faciliter les choses. Premier exemple, c'est justement l'entrée en vigueur du traité de libre-échange avec l'Union européenne, le VFTA, entré en vigueur depuis août 2020, le 1er août 2020, donc ça fait déjà un an. Donc là, les taux en vigueur que vous voyez pour chaque nomenclature, celui qui est en vigueur à l'heure actuelle, c'est celui de 2021. Par exemple, pour la viande de porc, c'est 7,5%. Alors, qu'est-ce qui prévoit ce traité de libre-échange? Ce qu'il faut retenir, c'est qu'il prévoit l'élimination de 99% des droits de douane entre les deux zones économiques, donc entre le Vietnam et les pays de l'Union européenne, d'ici les 10 prochaines années, donc d'ici 2030, comme vous le voyez sur le schéma, avec une dégressivité qui va différer en fonction de la nomenclature. Donc, on voit que pour la viande de porc, il va falloir compter 7 années. Pour la viande de volaille, ça va être beaucoup plus rapide. Déjà que le taux appliqué avant l'entrée en vigueur était de 3%, donc relativement faible. Même chose pour l'alimentation animale. Par contre, pour les ingrédients alimentaires, ça va prendre beaucoup plus de temps. Mais on va y arriver. Et du coup, voilà, c'est vraiment le gros avantage de ce traité de libre-échange. Et ce que je voudrais ajouter sur cette question-là, parce qu'encore une fois, j'aime bien les mises en perspective, les benchmarks, des traités de libre-échange entre l'Union européenne et des pays de l'Asie du Sud-Est, il n'y en a pas beaucoup. En fait, il n'y en a que deux. Il y a Singapour et le Vietnam. Le Vietnam, c'est seulement le deuxième pays de la zone à avoir un traité de libre-échange avec l'Union européenne. Donc, voilà, c'est vraiment le moment de s'intéresser à ce marché qui est en plus très dynamique, qui a besoin de tout, qui a une production très, très développée. Mais, alors, j'arrive déjà sur la conclusion, j'arrive un peu tôt, mais c'est important de le noter quand même, qui voilà, a déjà une production très développée, mais qui a besoin, c'est un besoin vital d'augmenter la valeur ajoutée de cette production pour qu'elle puisse être exportable. Ça, c'est vraiment le défi du Vietnam, et ça se traduit par justement des traités de libre-échange et des politiques gouvernementales qui vont dans ce sens. Donc la réglementation, alors là, j'ai repris un texte de loi que j'ai essayé de mettre en image pour que ça soit ludique. Évidemment, je ne peux pas être transversal, il a fallu que je fasse des choix, donc je suis désolé, j'aurai peut-être pas les informations qui vous intéressent précisément. N'hésitez pas à revenir vers moi, comme le disait Isabelle, euh, après, et je pourrais voilà, trouver les informations qui vous concernent plus précisément. Pour l'importation de produits vétérinaires, alors, il faut avant tout obtenir une licence auprès du ministère de l'Agriculture. Maintenant, il y a deux cas de figure. Il y a la possibilité, il y a l'importation avec cette licence, ce permis, et il y a aussi la possibilité d'importer sans avoir de permis. Donc ça, je vais expliquer les différents cas de figure. Cette importation avec permis, elle est facilitée dans plusieurs cas de figure. Le premier, c'est si les matières premières que l'on importe sont destinées à, enfin, si on importe des matières premières qui sont destinées à la fabrication de médicaments vétérinaires. Ensuite, il sera facile d'obtenir un permis si vous voulez envoyer des échantillons pour des études et des tests vétérinaires, pour l'enregistrement à un certificat d'autorisation de circulation.
et pour des expositions, donc des fairs, exhibitions. C'est aussi facilité si vous voulez envoyer des produits pour la santé d'animaux rares. Damien, c'est Maintenant, des animaux rares. les... Alors, qu'est-ce que c'est que des animaux rares? Je ne sais pas. Le premier animal qui me vient à l'esprit, c'est les autruches. Parce que je sais qu'il y a quelques élevages d'autruches au Vietnam, mais ça reste très rare. Et je suppose que voilà, dans les zoos où il y a des animaux qu'on ne trouve pas forcément au Vietnam, ben, si ces animaux tombent malades, c'est bien d'avoir les. Là, je n'ai pas le détail. Le texte de loi ne vient pas avec des illustrations, malheureusement, mais j'imagine que c'est pour ça. Ouais. En tout cas, clairement, les cochons, les volailles et les bovins, ce n'est pas des animaux rares. Voilà. Ensuite, l'importation sans permis, elle est possible si vous avez déjà un certificat de circulation au Vietnam. Si vous êtes inscrit sur la liste des produits autorisés, donc si votre produit est inscrit sur la liste des produits autorisés comme tel par le département vétérinaire du ministère de l'Agriculture. Ensuite, l'étape, c'est d'abord la question des tarifs douaniers. Alors, la bonne nouvelle, c'est qu'il n'y a pas de tarifs douaniers d'appliquer sur les produits vétérinaires. Alors là, j'ai pris en référence le HS code que vous voyez là, 323.30, enfin 000. Et enfin, vous avez vous avez un contrôle qualité ensuite à l'entrée. Et enfin, vous avez l'obtention du certificat de circulation au Vietnam. Maintenant, l'accès au marché pour les produits liés à l'élevage porcin. Alors là, pareil, j'ai repris une circulaire, la dernière circulaire du gouvernement à ma connaissance sur la question. Alors, il faut que je retrouve mes notes. Voilà, qui a été publiée le 1er janvier 2020. Et qui donc, non, pardon, elle n'a pas été publiée, elle est appliquée depuis le 1er janvier 2020 et elle implique les éléments suivants. Donc, les structures d'abattage, elles doivent s'équiper de cages, elles doivent être impérativement hydrater les animaux et les étourdir avant l'abattage. Deuxième point, concernant le traitement des déchets. Ce traitement, il doit être mis en place. Donc voilà, on a des règlements maintenant, une réglementation là-dessus. Les antibiotiques pour l'élevage sont interdits. Et en termes de... cette circulaire aussi prévoit la constitution de bases de données nationales. Donc, on va demander, on va collecter toutes les informations liées aux réglementations, aux races présentes sur le marché, aux ressources génétiques, aux aliments pour animaux, aux techniques de traitement des déchets de l'élevage, des structures d'élevage, traitement de transformation et distribution des produits d'élevage, et enfin des élevages biosécurisés. La sécurité sanitaire maintenant. Alors là, très très gros sujet et c'est pour ça que je suis très content d'avoir Marion avec nous pour en parler parce que je sais que c'est un sujet sur lequel la France s'implique aussi beaucoup. Marion pourra détailler juste après ma rapide présentation. Mais en gros, voilà, on retrouve un petit peu ce que je disais tout à l'heure. C'est un impératif majeur qui va de pair avec le développement économique et qui explique que le gouvernement prend de plus en plus de mesures pour l'amélioration justement de la qualité sanitaire de sa production locale. Donc ça va bénéficier le marché local d'une manière générale, mais ça va aussi favoriser l'ouverture économique du pays. Il faut savoir que dès 2003, avec la crise de la grippe aviaire, le Vietnam s'était montré très, très coopératif avec les autorités internationales et que ça avait même permis l'intégration du pays à l'OMC en 2007. En plus, alors ça j'y reviens, les fameux traités de libre-échange, donc depuis 20 ans, le gouvernement a signé 12 traités de libre-échange. Ça implique que le pays doit adapter ses standards de qualité pour respecter les normes sanitaires de ses nouveaux partenaires commerciaux.
Enfin, le deuxième point pour la sécurité sanitaire, c'est qu'elle répond à une réelle préoccupation des consommateurs. Les Vietnamiens sont de plus en plus préoccupés par la qualité de leur alimentation. On est dans un pays, encore une fois, à un fort développement économique. Qui dit développement économique dit croissance du niveau de vie, du pouvoir d'achat des gens qui se font de plus en plus exigeants, d'autant que le pays a dû faire face à énormément de scandales sanitaires sur les dernières années. On a vu notamment des cas d'injection d'eau dans des carcasses, de sédatifs combi-stress dans les abattoirs avant l'abattage des bêtes, l'utilisation de clenbutérol dans certaines fermes pour avoir de la viande maigre, parce que c'est ce qui est très populaire localement. Il y a aussi eu des cas de présence de résidus d'antibiotiques en excès et aussi de l'excès d'utilisation d'additifs dans l'alimentation animale. Depuis 2017, le gouvernement a vraiment renforcé sa politique sur la question. Ils ont mis en place différentes mesures pour déjà améliorer la traçabilité. Donc, vous voyez là sur les photos, système de bracelet, système de QR code. Faut savoir que c'est des mesures qui sont principalement respectées par les grands groupes. Et comme je le disais tout à l'heure, et c'est là le problème des petites exploitations, c'est qu'elles sont très peu contrôlées et que du coup, à cette échelle-là, on est sur des niveaux de protection beaucoup plus critiques. Marion, si vous voulez intervenir sur la question, je serais ravi d'entendre votre son de cloche. Merci beaucoup. Vous m'entendez ou pas? Alors, non, c'est bon. C'est bon? Marion? Oui. Est-ce que vous m'entendez? On ne vous entend pas très bien. Vous ne m'entendez pas? Un tout petit peu, en fait, on vous entend, mais de très loin. De très loin, oui. Tout à l'heure, c'était mieux. Oui, tout à l'heure, c'était bien, oui. Là, malheureusement, du coup... Là, c'est bon. Ça y est, on vous a retrouvé, là. C'est bizarre. Bon. Peut-être la connexion Wi-Fi de l'ambassade qui fait des difficultés. Excusez-moi. Non, mais simplement, moi, ce que je voulais dire par rapport à ça, c'était peut-être faire le lien entre ces enjeux-là de sécurité sanitaire et comment ça peut se traduire pour les exportations depuis la France. Parce qu'en fait, donc ce qui est très clair, hein, c'est que pour le consommateur vietnamien, et tout ce qui est produit d'importation est un produit qu'il considère comme étant plus sûr d'un point de vue sanitaire. Donc ça, c'est une bonne chose. Mais quelque part, à contrario, ce qu'on a aussi, mais c'est classique hein, dans tous les pays qui, comme le Vietnam, renforcent leurs exigences en matière sanitaire, c'est une espèce de protectionnisme vis-à-vis des importations pour que, bien sûr, les importations ne rentrent que si elles respectent un certain nombre d'exigences sanitaires toujours de plus strictes. Donc là, je parle essentiellement des produits agricoles bruts, hein, donc la viande, la génétique, les animaux vivants, voilà. Donc là-dessus, on a quand même un historique de négociation depuis de longues années avec le Vietnam. Donc en fait, quasiment tous les marchés sont ouverts. Donc le marché vietnamien est ouvert à tous nos produits. Il y a un marché sur lequel il y a de plus en plus de protectionnisme, c'est la volaille. Parce on l'a vu, hein, la présentation de Damien, c'était très clair, le Vietnam produit beaucoup de volailles et donc de fait n'a pas besoin, si je peux m'exprimer ainsi, de nos exportations. Il cherche au contraire même à pénétrer le marché européen aujourd'hui hein, de la volaille. Donc voilà, mais sinon, on a vraiment des autorisations pour tous les secteurs. Le seul qui nous manquait aujourd'hui, c'était les œufs, les nouveaux produits. Et vraiment, ça, c'est une négociation qu'on a finalisée. Donc, bientôt, on pourra exporter depuis la France ce type de produit. Donc, voilà. Peut-être juste dire aussi par rapport à l'IVFTA, l'accord de libre-échange, il y a bien sûr des impacts sur tout ce qui est tarifaire, mais aussi des impacts sur ce qui est non tarifaire. Puisque, par exemple, ce qui est prévu, c'est que les agréments des établissements français exportant vers le Vietnam soient beaucoup plus faciles et en fait beaucoup plus réguliers, automatiques, rapides, etc. Donc ça, c'est bon. Alors, c'est écrit noir sur blanc dans l'accord. On a encore un peu de mal à le faire respecter, mais bon, c'était quand même une très bonne chose que ce soit écrit dans l'accord.
Donc voilà, si je peux garder la parole encore juste 2 petites minutes, en fait, pour donner un peu mon... Oui, Marion, je vous confirme, on a encore un petit peu de temps, bien sûr, il n'y a pas de souci. Pour vous donner le point de vue là, de ma fenêtre à Hanoï, en fait, en termes de grands enjeux, mais je pense que la plupart ont déjà été indiqués, hein, mais c'est clair qu'il y a un grand enjeu pour le Vietnam sur tout ce qui est organisation des filières animales, sur ce qui est alimentation animale en particulier, et sur ce qui est situation sanitaire des cheptels. Donc, le Vietnam, on en a parlé, gravement touché par la peste porcine africaine, régulièrement touché par l'influenza aviaire. Et en fait, ça, je voudrais vraiment le dire clairement comme ça doit être perçu comme étant des opportunités de marché, que ce soit des marchés sur le domaine de la santé animale, sur le domaine de la génétique, puisque bien sûr, et on l'a vu, le gouvernement a des objectifs de rehausse de ce cheptel, alimentation animale, équipement, conseil, etc. Alors, bien sûr, ça peut aussi se traduire si la situation en France se dégrade. On l'a vu cette année avec l'influenza aviaire. On pourrait l'imaginer dans le futur sur la peste porcine africaine. On est face à un pays qui n'est pas forcément facile sur ce point de vue-là, parce que forcément, connaissant très bien le problème lui-même, il va nous mettre des barrières à l'entrée lorsque c'est la France qui est touchée. Mais en même temps, on a toujours réussi à négocier cette année. On a réussi à faire passer le foie gras dès lors qu'il ne provenait pas d'un département touché, ou en tout cas qu'il provenait d'animaux abattus avant que les troupeaux du département ne soient touchés. Donc, par rapport à la zone et à ce que je peux connaître des autres pays, ce n'est pas du tout l'interlocuteur le plus difficile. Voilà, et juste pour finir et faire un petit peu de prospective par rapport à la façon dont on sent les directives du gouvernement vietnamien. Alors, bien sûr, ça veut pas encore dire, ça veut souvent dire que ça se décline aujourd'hui dans les grands élevages industriels, mais pas forcément partout sur le terrain. On a quand même un gouvernement qui est très sensible à tout ce qui est enjeu One Health, donc sur le lien entre santé animale, santé humaine, santé environnementale. Ils ont rejoint une initiative académique Présode, qui montre bien qu'ils cherchent à être un petit peu plus performants en matière de recherche et développement sur ces sujets. Et puis, ils ont tout un groupe de travail sur la lutte contre l'antibiorésistance en santé animale. Donc, on voit là aussi qu'il y a vraiment des prises d'enjeux importantes et qui, là aussi, sur des créneaux de marché plus spécifiques, sur tout ce qui est alternative aux antibiotiques, peuvent être intéressantes pour nous. Voilà un petit peu pour faire le lien entre ces préoccupations de sécurité sanitaire et ce qu'on peut en déduire en termes de... Merci beaucoup Marion. Alors justement, là, je vais passer à la conclusion. Vous avez un petit mot de conclusion, Damien? Oui, voilà, que j'ai divisé en deux parties. Après, voilà, s'il y a encore le temps, pour les questions, Marion, si vous avez encore comment dire, quelque chose à ajouter, n'hésitez surtout pas, hein, surtout si on a le temps, ce serait dommage de s'en priver. Ma conclusion, donc, je la divise en deux parties. Une première partie problématique. Donc, on a bien compris que à l'heure actuelle, les élevages vietnamiens, c'est majoritairement des petits éleveurs avec des capacités d'investissement faibles. Donc, ça ne va clairement pas être la cible de choix pour toute société qui souhaiterait se développer sur le marché. C'est des exploitations qui ne sont pas promptes à la modernisation, à développer une technologie de pointe et à améliorer leur productivité. En plus, elles sont très décentralisées et dispersées géographiquement et très, du coup, difficiles à surveiller. Donc là, on est plutôt dans une période de transition, c'est ce que j'évoquais tout à l'heure, d'un modèle de multitude de petits éleveurs à des modèles beaucoup plus concentrés avec un nombre d'exploitations de taille intermédiaire, voire d'exploitations industrielles grandissant au fil des années. Deuxième point, deuxième problématique, c'est l'importance du secteur informel dans l'élevage, autant au niveau de la production que de la transformation d'ailleurs. Ce secteur informel rend difficile la définition et la mise en place de politiques publiques. On estime que 15 des 58 provinces vietnamiennes seulement
ont un plan pour le développement de l'élevage, donc de l'élevage au sein de leur province. Les autres provinces n'ont pas de politique spécifique et elles ne suivent pas forcément les directives gouvernementales. Enfin, la troisième problématique, c'est, on revient sur la fameuse sécurité sanitaire. Il y a des politiques qui sont mises en place, comment dire, des stratégies. Il y a une stratégie, elle existe, mais on est encore en phase d'examen des choses. Le Vietnam est encore en phase de test sur la question. Donc les efforts sont là, mais la question des scandales sanitaires, ça efface pas la défiance des organismes de contrôle internationaux. Et donc ça, c'est vraiment une problématique qui est soumise à l'épreuve du temps. Et donc espérons que mais ça ne prenne pas trop de temps, justement. Mais ça implique aussi de gros besoins à l'intérieur du pays et donc des opportunités pour toute société non vietnamienne, toute société française, donc, par exemple, qui pourrait se positionner sur la question. Et puis malgré tout, bon, il faut rester optimiste quand même. Le Vietnam, c'est d'abord une augmentation d'exploitation à grande échelle. Donc voilà, on revient à ce que je disais tout à l'heure, qui permettra une meilleure résilience du secteur face aux crises sanitaires. Elles l'ont prouvé déjà face à la fièvre porcine africaine. Du fait, comme je le disais tout à l'heure, que c'est surtout les petites exploitations qui ont été touchées. D'accord. C'était Et aussi le Damien, cas d'ailleurs pour la grippe aviaire. les projets sont facilement identifiables. Il y a, je ne sais pas, des sites auxquels vous avez accès au niveau du ministère. Alors, il y a des publications gouvernementales sur la question pour certains projets, mais il y a aussi, après, les projets, oui, sont relativement faciles à identifier. Des exploitations de très, très grande taille, au final, il n'y en a encore pas tant que ça, et les instigateurs de ces projets sont déjà très connus. Donc, il suffit juste de regarder ce que va faire CP Food, ce que va faire un Vinamilk dans l'industrie laitière ou un Masan pour pouvoir identifier justement des projets d'envergure sur lesquels il peut être intéressant de se positionner. Le deuxième point d'optimisme, c'est justement cette prise de conscience face à l'importance d'assurer la sécurité sanitaire de sa production. Donc, on va vers une concentration, encore une fois, des centres de production. Et on a aussi des politiques pour soutenir la diversification de l'élevage pour justement limiter la propagation des maladies. Enfin, le dernier point, c'est l'augmentation des zones de production concentrées, toujours qui va faciliter les investissements dans des équipements modernes avec des besoins croissants sur la question. Parce qu'en plus d'assurer une meilleure sécurité sanitaire, ces équipements vont améliorer aussi la productivité des éleveurs, bien sûr, et la qualité des produits. Donc, c'est vraiment un cercle vertueux qui se dessine. Et en rendant ces produits, enfin, exportables, parce que c'est aussi le but final pour la production vietnamienne. Voilà, je pense, voilà, c'était ma dernière slide. Donc, merci beaucoup pour votre attention. Merci beaucoup, Marion, pour vos interventions. Je ne sais pas si, voilà, s'il y a des questions ou si Marion, vous voulez ajouter quelque chose. Je vais juste reprendre peut-être le contrôle de la présentation. Je ne sais pas si je... Voilà. Ah, voilà, c'est bon. Je l'ai repris. Donc, j'entends pas Marion. Si vous avez un petit mot à rajouter. Non, merci beaucoup. Nous avons 5 minutes encore. D'accord. Non, mais rien de particulier à ajouter de mon côté, si ce n'est qu'il ne faut pas hésiter à faire appel à moi s'il y a des questions, alors plutôt réglementaires, bien sûr, parce que sinon, vous savez vers qui vous tournez, mais sur des sujets, on est là pour ça, dans les services économiques des ambassades, donc pour ma part, sur la zone asienne continentale. Voilà. Très bien. Parfait. Donc encore merci Marion, merci Damien.
Merci à vous tous d'avoir pris le temps d'écouter cette présentation qui, je l'espère, répondra quand même aux questions que vous vous posiez sur ce marché-là, qui vous donnera surtout l'envie d'y aller. Donc, pour ce faire, si voilà, vous avez besoin d'un accompagnement, n'hésitez pas à faire appel à nous, bien sûr. Les coordonnées, donc les miennes, sont indiquées sur cette dernière diapositive. Celle de Karen, bien sûr, qui est à votre disposition pour compléter la présentation, vous faire parvenir toutes les informations complémentaires sur cette présentation. Un petit questionnaire vous sera proposé juste à la fin avant que vous ne quittiez le webinaire. Ça prend 1 minute pour le remplir. C'est vrai que ça nous permet aussi de nous améliorer grâce au retour que vous pourriez nous faire parvenir. Donc, voilà, je vous souhaite une bonne fin de semaine et à très bientôt. Au revoir Marion, au revoir Damien. Merci Isabelle. À très bientôt. Et à très bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir Marion.